Rebonjour ou bonjour pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans le deuxième numéro de Parcours BTP, l'émission, le rendez-vous du 3CA BTP. Le 3CA BTP est un accélérateur d'innovation dans la formation au métier du BTP et nous allons voir comment il agit concrètement auprès de l'ensemble des organismes de formation au métier du BTP. Au sommaire de cette émission, nous recevrons comme invité du jour Valérie Pouille, déléguée générale adjointe de WorldSkills France, qui évoquera le partenariat entre le 3CA BTP et WorldSkills France. Nous vous présenterons deux projets concrets développés par des centres de formation grâce aux projets financés par le 3CA BTP. Et enfin, il y aura le rendez-vous FIBAT pour évoquer l'enjeu crucial de la rénovation énergétique dans la formation. Et maintenant, place à l'actu. Une actu qui est riche en ce deuxième jour de compétition. Nous commençons avec cette image. Olivier Dussopt, le ministre de l'Emploi, est venu ce matin à Eurexpo Lyon. Il a visité les stands de compétition et il est allé à la rencontre des experts métiers et jurés des épreuves pour échanger sur les métiers. Et Olivier Dussopt a répondu aux questions de Parcours BTP. Il réagit sur l'attractivité des métiers qui recrutent et l'importance de former des jeunes à la rénovation énergétique. Nous l'écoutons. On montre que dans le BTP, donc, il y a une excellence, une expertise et un savoir-faire français qu'il nous faut continuer à valoriser pour montrer que ces métiers sont de beaux métiers. Donc c'est aussi un message à la jeunesse de s'investir et de s'engager dans ces métiers. La transition écologique, elle est au cœur des métiers du bâtiment. Ce sont des métiers de la transition écologique et donc des métiers de demain. Et sur le village de la construction, qui est au cœur de la compétition, il y a de nombreuses animations ludiques, dont celle de la construction d'une maison pour se familiariser aux matériaux innovants et aux gestes métiers. Reportage. Le but de cette construction de cette maison, c'était pour promouvoir les métiers de l'artisanat auprès des jeunes. Et on a voulu une démarche RSE, c'est-à-dire de la conception à la finalité, puisque cette maison, on a un accord avec une association caritative, elle va être démontée et remontée pour loger une famille en besoin. Alors le maximum du matériau développement durable, biosourcé, laine de chanvre, laine de bois. Le principal intérêt, c'est de promouvoir les métiers du bâtiment, montrer que c'est des métiers sympathiques, avec de l'outillage, avec de la joie, du plaisir et la bonne humeur. On est plutôt en mode ludique, à expliquer à ces jeunes comment on travaille, on les fait visser, ils sont contents, c'est bien, c'est sympa. Le bâtiment, c'est une grande famille, donc c'est familial, voilà. Et maintenant, nous accueillons notre invité du jour. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pouille. Bonjour Valérie, vous êtes déléguée générale adjointe de WorldSkills France. Alors, nous sommes au deuxième jour donc, de cette grande compétition nationale des métiers. Il y a 69 métiers en compétition, 100 000 visiteurs sont attendus chaque jour. L'ambition, 100 000 visiteurs sont attendus pendant les 3 jours de compétition, pardon. L'ambition est grande. Et donc, il y a une volonté de faire rayonner cet événement au plus grand nombre. Comment avez-vous fait évoluer le dispositif pour remplir ces objectifs ? Bonjour Jean. Bonjour Valérie. Oui, alors nous sommes effectivement vraiment ravis de cette édition. Au regard du nombre de jeunes qu'on a pu accueillir déjà sur ces 2 jours. Il y avait énormément de monde aujourd'hui. Énormément de jeunes. On a 40 000 jeunes qui seront passés sur ces 2 jours. Forte mobilisation de l'ensemble des réseaux, donc éducation nationale, les réseaux des CFA aussi mobilisés par le 3CA BTP pour faire venir les jeunes sur les compétitions. On avait une grosse mobilisation des acteurs pour financer des bus pour que les collèges et les lycées de la métropole et de l'environnement un peu plus large région, donc financés par la préfecture, financés par la métropole de Lyon. Donc grosse mobilisation générale et de l'éducation nationale au travers de ses recteurs, au travers de l'ensemble de ces DRAFPIC pour qu'un maximum de jeunes puissent profiter d'événements. Donc ça, c'était vraiment un gros travail. C'est vrai que la dernière édition, pour Mémo, on était quand même en sortie de Covid. Donc on avait eu beaucoup moins de public jeune. Donc là, les partenaires sont tous ravis de pouvoir valoriser leur métier.
Le deuxième axe qu'on a travaillé, et on y est là aussi sur ce plateau de Skill Show, donc c'était l'idée de pouvoir aller au-delà des murs de Eurexpo, de pouvoir valoriser les métiers au-delà de ces murs par des émissions programmées tout au cours de ces 3 jours, et puis qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Il y a des duplex avec des établissements de formation ou des lycées professionnels pour que vraiment on puisse infiltrer l'ensemble des jeunes et faire la promotion de ces métiers. Alors vous parliez de ce travail en dehors des murs. Il y avait de la mission future, hein, c'est ça, dans les écoles. Vous pouvez nous en parler de Alors, on a fait effectivement un gros travail amont avec les équipes pédagogiques dans les établissements scolaires en proposant des parcours à travailler avec leur classe. Et on a travaillé avec l'association Mission Future, qui est une association à l'origine suisse, donc qui a été créée en Suisse et qui permet, au travers d'un petit quiz, d'identifier les valeurs d'un jeune. Et parallèlement, on a fait faire le même exercice à nos compétiteurs pour que le jeune puisse se retrouver en face des compétiteurs qui lui ressemblent en termes de profil et se projeter et échanger avec lui au travers du site internet dédié pour pouvoir échanger et le retrouver ici sur les compétitions. Alors, quand on se balade dans les allées des stands de compétition, on se rend compte qu'il y a une volonté de mieux faire découvrir les épreuves métiers au grand public. De quelle manière, Valérie ? Alors là, on a effectivement fait un gros travail qu'on avait initié justement dans le cadre de nos partenariats nombreux avec le 3CA BTP, qui est vraiment un partenaire fidèle et de très longue date. Et on en a parlé tout à l'heure avec Christophe Possémé pour le renouvellement des conventions. On avait testé à Bordeaux lors de l'édition spéciale ce qu'on appelle un motion design. Donc c'est vraiment une petite vidéo qui va expliquer aux visiteurs c'est quoi le métier. Parce que c'est vrai que quand vous voyez un jeune en train de travailler sur une compétition, on ne sait pas tellement ce qu'il fait. Mieux expliquer l'épreuve. Mieux expliquer l'épreuve, puisque l'épreuve a lieu sur 3 jours, donc il est vraiment utile qu'on sache où il en est. Donc on a décortiqué les sujets pour que le jeune visiteur puisse comprendre ce qui se passe et avoir une explication du métier au travers de la réalisation de ces épreuves. Alors le 3CA BTP est membre associé de WorldSkills France, vous l'avez dit, est partenaire de cette 40e édition nationale de la compétition des métiers. Ce partenariat vise à promouvoir la richesse et la diversité des métiers de la construction. Il y a 18 métiers en compétition. Oui, alors le village de la construction, comme on l'a appelé cette année, donc c'est un village avec 18 métiers en compétition dans le secteur. Donc ça donne un large panel de l'ensemble des métiers quand même de la construction. Alors plus peut-être bâtiment que travaux publics. Sur travaux publics, on a aménageur, canalisateur de route. Oui, oui. Alors ce qu'on a travaillé, c'est avec un espace qu'on appelle accueil filière. Donc vous l'avez là pour ceux qui sont sur site, l'accueil filière qui est au centre du hall du village de la construction du 3CA BTP, qui permet au 3CA BTP de valoriser l'ensemble de tout le secteur aux jeunes au travers d'animations ludiques, au travers d'activités, pour que le jeune puisse aussi s'essayer à ces métiers. Alors très rapidement, cette compétition c'est aussi une édition particulière car l'année prochaine, Lyon accueille bien sûr la compétition internationale. C'est un peu une répétition générale pour Lyon 2024. C'est une répétition générale et comme tu le disais Jean, peut-être que les 100 000 visiteurs ce sera par jour. On peut peut-être l'espérer. Effectivement, donc là, ce sera multiplié par 10, l'édition que vous voyez là. Donc là, on aura tous les halls Eurexpo qui seront complètement dédiés à la compétition. On travaille sur des différentes zones pour pouvoir valoriser aussi le savoir-faire à la française, pour que effectivement les pays internationaux, les pays mondiaux puissent aussi découvrir le savoir-faire français, tout ce qu'on est capable de faire dans notre beau pays. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi, à bientôt. Et maintenant, nous allons voir sur le terrain comment on accompagne les organismes du BTP. Depuis la fin 2019, le 3CA BTP organise des campagnes d'appel à projets pour soutenir les expérimentations et les innovations des organismes de formation au métier du BTP. Cette dynamique d'innovation a pour objectif de développer et anticiper les compétences de demain des métiers du BTP et assurer
leur déploiement. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir deux porteurs de projets. Nous allons voir des exemples concrets donc, de projets financés par les appels à projets. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Gouy-Fortin. Bonjour Arnaud, vous êtes directeur formation et innovation au BTP CFA Grand Est, vous allez nous présenter le projet Indigo. Et Raphaël Aran, responsable développement et innovation au bâtiment CFA Normandie pour le projet Attract Team. Bienvenue à tous les deux. Nous commençons avec vous, Arnaud Gouy-Fortin. Vous êtes donc le directeur innovation au BTP CFA Grand Est. Vous allez nous parler du projet Indigo. Qu'est-ce qu'Indigo et pourquoi ce nom ? Bonjour Jean. Alors Indigo, c'était effectivement un projet qui a été porté initialement par un consortium de 3 organismes de formation, l'IMT Nord-Europe, BTP CFA Grand Est et nos homologues de BTP CFA Hauts-de-France, financés par le 3CA BTP, en très grande partie, et qui a pour vocation, son nom est un acronyme, d'introduire entre guillemets l'impression 3D cimentaire dans les métiers du gros œuvre. L'idée, c'est d'amener la technologie, et une technologie un peu particulière, et d'acculturer nos apprenants au même titre que nos collaborateurs dans cette technicité un peu particulière et totalement innovante qu'est l'impression 3D appliquée au métier du gros œuvre. Ça se développe, ça, l'imprimante 3D cimentaire Alors, il y a un certain nombre de constructeurs de machines qui existent, il y a un certain nombre d'écoles qui sont posées encore aujourd'hui techniquement parlant. Pour autant, c'est quelque chose qui est naissant, et qui aujourd'hui est plutôt encore expérimental, puisque ça ne fait pas l'objet d'une certification constructive en l'état. Mais pour autant, c'est une technologie qui se développe avec un certain nombre de procédés complémentaires ou parallèles qui viennent se greffer dessus. Donc vous l'avez dit, hein, autour de ce projet, il y a un consortium qui s'est créé donc avec 2 autres partenaires de la formation. Pourquoi cette volonté de faire un consortium ? Alors déjà, l'impression 3D cimentaire regroupe 3 choses. Une partie numérique digitale qui est liée effectivement à l'amener de données numériques dans une machine d'impression. Il y a une partie purement constructive, puisqu'on maîtrise une encre d'impression, donc on élabore entre guillemets un ciment ou un mortier. Et puis d'autre part, il y a la logique également de travailler sur les évolutions à la fois techniques des machines, mais également sur l'encre d'impression, la base entre guillemets constructive. Et en ce sens, on est complémentaire avec les 2 autres partenaires du projet, puisque l'IMT Nord-Europe, école d'ingénieurs, travaillait déjà sur le procédé et également sur l'encre d'impression. Et nos homologues de Hauts-de-France, tout comme nous, travaillent sur plutôt la mise en œuvre et l'usage de la machine. Alors ce projet Indigo a été mené en plusieurs étapes. Oui, alors il y a effectivement un certain nombre d'étapes dans ce projet. La première étape, l'idée était de faire un premier benchmark de l'offre de formation existante sur ce sujet-là, d'une part. D'autre part, de référencer techniquement les machines existantes et les technologies afférentes à ces machines. Et d'autre part, de commencer, entre guillemets, à travailler sur les équipes pédagogiques en elles-mêmes et les apprenants, au bénéfice des apprenants et des entreprises, en mettant en œuvre des machines. Donc le projet a permis notamment l'achat d'imprimantes 3D cimentaires auprès d'un constructeur français qui est basé à Brouet-sur-Escaut, au-dessus de Valenciennes, et de les mettre en œuvre techniquement parlant, donc de s'acculturer à la fois au fonctionnement, à la partition d'une maquette numérique et à l'introduction d'un certain nombre de données dans la machine, mais également à sa maintenance, puisque c'est une machine qui nécessite de la mise en œuvre, du retrait et de la maintenance. Donc ça, c'était la première étape. Ça a été la première étape, en parallèle du benchmark à réaliser sur l'offre formative existante, à la fois en France mais également en Europe, principalement en Europe d'ailleurs, et puis également sur les technologies, puisqu'il y a 3 types de technologies d'impression 3D cimentaire en l'état. Donc on en est où aujourd'hui de ce projet Indigo ? Alors les 3 premières étapes, celles qu'on vient d'évoquer, à savoir le benchmark sur l'offre formative d'une part. D'autre part, la partie technologique sont déjà réalisées, en partenariat notamment avec l'IMT Nord-Europe, qui a été plutôt performante sur ce sujet. La mise en œuvre et l'acculturation auprès des équipes, notamment sur 2 gros sites nous concernant en Grand Est, que sont le site de Reims et de Pont-à-Mousson, a été mise en œuvre également. Les équipes ont pu produire, ont pu utiliser les machines avec des groupes d'apprenants. Il y a un certain nombre de choses qui en sont ressorties. On a déjà un premier retour d'expérience plutôt positif d'ailleurs, notamment côté jeunes. Et puis, on a commencé à interpeller l'entreprise, avec un grand E, sur sa posture, son positionnement par rapport à cette technologie particulière.
La dernière étape qui se profile à l'horizon est celle où on va vulgariser entre guillemets cette technologie et l'ensemble des choses que nous avons réalisées jusqu'à maintenant. Donc elle sera opérationnelle Alors l'idée c'est de la vulgariser via une plateforme où on va retrouver l'ensemble des contenus à la fois formatifs et à la fois techniques. Et fin du premier trimestre de l'année 2024 si tout va bien. Merci beaucoup Arnaud. Venons-en au projet Attractim avec vous, Raphaël. Comment vous en êtes venu à concevoir un projet qui a pour objectif de rendre les centres de formation plus attractifs auprès des jeunes? Bonjour Jean. Eh bien, ce projet Attractim, c'est comme pour le projet de Arnaud, c'est un projet qui a été mis en œuvre par un consortium regroupant la région Normandie, Bâtiment CFA Normandie, BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes, BTP CFA Grand Est et BTP CFA Pays de Loire. Donc quatre régions et on est parti d'un constat de comment demain matin améliorer notre offre d'attractivité, notre sourcing. Et donc on a regroupé ces 4 régions pour avoir le plus grand rayonnement possible au niveau national. Et donc pour mener ce projet, la première étape, ça a été de mener une grande enquête auprès des anciens et des jeunes apprentis. Exactement, l'idée était sur cette première grande action d'avoir un état des lieux. Et donc on a mené une enquête sur 9000 anciens apprentis, tous sortis de nos CFA, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient pensé de leur formation, qu'est-ce qu'ils attendaient du CFA et qu'est-ce qu'ils attendaient demain matin de la formation pour répondre à l'évolution des métiers. 9000 jeunes ont été contactés quand même. 9000 jeunes ont été contactés, exactement. Et donc après, il y a eu, deuxième étape, la création d'une plateforme de mise en relation entre l'entreprise et l'apprenti. Oui, exactement. Donc la deuxième grande action de ce projet, c'est la mise en œuvre d'une plateforme, Batimatch, plateforme de mise en relation directe entre les jeunes et l'entreprise. L'entreprise poste ses offres de formation, poste ses offres d'emploi. Les jeunes peuvent mettre leur CV et l'idée c'est que le matching puisse se faire tout seul et que derrière les CFA puissent retrouver au moment où le match est constitué le couple jeune entreprise. Et la troisième brique à ce projet, c'est la création d'un réseau Alumni. Exactement, la troisième brique c'est vraiment le réseau Alumni puisque aujourd'hui dans nos centres de formation, en fonction des régions, on a entre 2 et 3 000 jeunes qui sortent tous les ans de nos centres et l'idée c'est de se dire comment garde-t-on le contact avec les jeunes qui sont en entreprise demain matin, qui peuvent être nos propres prescripteurs et qu'est-ce que l'on peut mettre en place. Donc on a mis en place ce réseau Alumni, quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. Donc ces 2 plateformes, c'est ça si j'ai bien compris, fonctionnent donc depuis quelques mois. Quel bilan peut-on déjà faire donc, de ce travail qui a été mené? Alors ces 2 plateformes fonctionnent depuis globalement le mois de février. Le premier bilan sur la plateforme Batimatch, il sera réalisé après la première campagne de recrutement. Donc on pourra tirer le bilan de l'utilisation de cette plateforme dans les mois qui viennent et regarder qu'est-ce que l'on doit mettre en place si nécessaire pour que ça fonctionne encore mieux l'année prochaine. Donc aujourd'hui, la prochaine étape, c'est un gros travail de communication pour populariser, si je puis dire, donc ces 2 plateformes. Oui, 2 volets, un travail interne pour accompagner les collaborateurs alors en Normandie des 7 CFA, mais de l'ensemble des CFA des membres du consortium, et un volet effectivement vers l'externe pour la communication, donc là, entreprise et jeunes. Merci beaucoup à vous deux d'avoir apporté ces précisions donc avec ces 2 projets concrets et financés par les appels à projets du 3CA BTP. Et nous poursuivons dans la présentation de projets innovants mis en place par le 3CA BTP. C'est l'heure du rendez-vous FIBAT. Et oui, le 3CA BTP est un acteur clé de la rénovation énergétique avec le programme FIBAT. C'est un programme qui a été lancé en 2007 et qui permet d'accompagner la montée en compétences des professionnels pour adapter leurs connaissances, leur savoir-faire sur la rénovation énergétique performante des bâtiments. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Langlais. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes responsable du projet FIBAT Formation Initiale à l'AQC, et Fabrice Popon, qui était déjà présent hier à ce rendez-vous FIBAT. Vous êtes représentant du 3CA BTP au comité de pilotage FIBAT. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean.
Alors, donc, hier, nous avions parlé d'une manière générale de ce dispositif. Il est important de préciser que c'est un dispositif inédit et innovant qui a été mis en place, hein, Fabrice. Tout à fait, Jean. Pour être inédit, il est inédit, et pour être innovant, il l'est aussi, puisqu'il s'agit d'un dispositif qui est composé de contenu de formation qui s'adresse à l'ensemble des jeunes de tous les métiers, qui couvre tous les métiers du bâtiment concernés par la rénovation énergétique. Donc c'est en ce sens-là assez nouveau. Une autre innovation, c'est que les contenus ont été construits sous forme de capsules, je dirais, qui sont autoportantes. Donc elles ont un début, elles ont une fin, avec une contextualisation, avec un contenu, avec une part d'évaluation. Et ces capsules, elles peuvent être utilisées soit de façon unitaire, soit construites sous forme de parcours, voilà, pour faire un contenu qui va permettre d'acquérir les compétences du référentiel que le jeune doit suivre. Et enfin, ces contenus en fait, sont proposés dans deux formats. Un format numérique qui peut être utilisé en distanciel par les jeunes en autonomie, chez eux, sur leur portable, au sein d'un établissement, mais aussi des contenus formatés pour être utilisés en présentiel, où là, le formateur ou l'enseignant joue son rôle dans sa classe. Alors, il y a eu 2 modules de formation de ce programme qui ont été réalisés. Le premier, c'est enjeux de la rénovation énergétique, et le deuxième, principe de la performance énergétique. Ils sont en train d'être déployés dans les établissements et les centres de formation. Comment se met en place ce déploiement, Chloé ? Eh bien, tout d'abord, avant de le déployer à grande échelle, nous avons fait des tests grandeur nature. Donc, tout au long de la conception, évidemment, nous avions fait des tests préalables pour vérifier qu'on est toujours bien calé avec les besoins des jeunes et des apprentis. Lorsque la conception était à peu près terminée, nous avons fait des tests en grandeur nature auprès de publics très différents. Donc, des apprentis en BP Bac Pro, des élèves, des étudiants en BTS. Et puis, on a recueilli les retours d'expérience, les critiques, les conseils pour pouvoir apporter des améliorations et là, lancer le déploiement à grande échelle de façon massive. Alors, nous allons justement écouter les témoignages de lycéens qui ont eu la chance de tester ces modules de formation FIBAT. Il y a eu une session pilote en février 2023 au lycée Canto à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous écoutons ce qu'en pensent les lycéens. J'ai trouvé que c'était une manière agréable d'apprendre, de travailler. On a bossé donc sur des projets de rénovation énergétique qui étaient quand même assez intéressants. Alors oui, j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder certains sujets qu'on n'aborde pas forcément en cours. C'est quelque chose qui est très dynamique, facile à prendre en main et qui aborde plein de domaines différents qui sont extrêmement intéressants. Ça a changé de l'ordinaire. On a pu voir différentes manières de rénover, que ce soit sur par exemple des menuiseries, de l'isolation, sur de la toiture, et après on a vu aussi des matériaux pour améliorer des performances plutôt dans le domaine de la thermique. On était en équipe, on a pu vraiment bien travailler, c'était vraiment très agréable. Alors moi je pense que FIBAT c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante parce que ça permet de sensibiliser les travailleurs ou les futurs travailleurs dans le domaine du bâtiment. Nous, demain, on peut être très clairement amené à rénover un bâtiment de la sorte et à analyser ce type de problème. Ça va que nous aider dans notre vie future professionnelle. Alors, l'enjeu, Fabrice, c'est de sensibiliser les formateurs et les enseignants pour que ces jeunes puissent bénéficier de ces contenus de formation. Comment vous procédez ? Alors,
Effectivement, là, on a vu sur un reportage le témoignage de jeunes. C'est effectivement la cible du programme FIBA de formation initiale, les jeunes en formation qui vont devenir les futurs professionnels. Mais pour atteindre cette cible, eh bien, il faut bien sûr s'adresser à leurs enseignants et à leurs formateurs. Donc c'est une étape, une partie du programme FIBA de formation initiale que nous avons conçu et réalisé, c'est-à-dire présenter, comment présenter aux formateurs et aux enseignants ces contenus pour qu'ils se les approprient, pour qu'ils puissent s'y retrouver dans cette quantité de contenus mis à disposition et pour qu'ils puissent les utiliser à des fins de formation de leurs jeunes. Comment a été conçu ce dispositif de formation, Chloé ? Alors il y a eu 2 étapes. Nous avons commencé par sélectionner les formateurs de formateurs et leurs organismes de formation auxquels ils sont rattachés. Et nous étions très exigeants. Et c'est vrai que tout à l'heure, depuis toute la journée, j'entends parler d'excellence, j'entends le besoin, l'envie de ces jeunes. Et je me dis qu'on a vraiment eu raison d'être exigeants. Et c'est vraiment le minimum qu'on peut faire pour ces jeunes. Donc, première phase de sélection. Deuxième phase, un accompagnement, une formation hybride en présence et aussi en distance, en autonomie. L'idée, c'est de créer une culture commune, une communauté de ces formateurs de formateurs, de leur donner envie de nous suivre dans ce parcours innovant et puis ambitieux. Et c'est la seule chose qui nous permette de vraiment garantir une homogénéité du déploiement sur tout le territoire français et la qualité, l'exigence qu'on attend de nous sur ces thématiques-là. Donc, pour résumer, ce dispositif de formation est opérationnel aujourd'hui. Et oui, puisque nous sommes dans le bâtiment, on peut dire que nous avons réuni toutes les briques de ce dispositif de formation. C'est-à-dire que nous avons clairement identifié les cibles par leur niveau, les filières, les spécialités. Nous avons évidemment construit des parcours à destination des formateurs et des enseignants qui vont les dispenser à ces jeunes. Et puis, nous avons identifié, comme vient de le préciser Chloé, eh bien, des formateurs de formateurs qui sont habilités. Donc, nous avons tous les ingrédients pour mettre en œuvre ce déploiement. Il est d'ores et déjà engagé, il est en cours, mais il doit être déployé sur l'ensemble des territoires. Pour l'instant, on est à plus de 50% du territoire couvert par des actions de formation et ce sera l'objet d'une prochaine présentation. Très bien, effectivement, dans le dernier rendez-vous FIBAT de l'émission, nous aborderons plus précisément le déploiement donc, de ces actions de formation en région à destination des formateurs et des enseignants. Mais ça ne sera pas vous qui présenterez. Voilà. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup Chloé, merci Fabrice pour toutes ces précisions. Et c'est déjà la fin de l'émission. Donc merci à toutes les équipes qui ont préparé cette émission. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 16h20 pour l'émission La Construction et Parcours BTP, l'émission. Très bonne soirée. Ciao, ciao.